tu es si maladroite que tout le monde se sent mal à l'aise. Ne viens pas, les mots de ma mère résonnaient dans ma tête, alors que j'étais assise en tailleur sur le sol de mon salon à Portland, en Oregon, entouré de brochures de voyage. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des motifs chaleureux sur le parquet de mon appartement. J'aurais dû me préparer pour le mariage de ma sœur, mais au lieu de ça, je planifiais une escapade à Paris. Je m'appelle Kayla, et je venais d'avoir 27 ans la semaine précédente. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été la déception de la famille, la fille qui n'arrivait jamais à la cheville de la présence étincelante de ma sœur cadette, Vanessa. Tandis qu'elle glissait à travers la vie, collectionnant les réussites et les admirateurs, je trébuchais à travers la mienne, avec de l'anxiété sociale et une tendance à dire la mauvaise chose au mauvais moment. L'appel téléphonique de ma mère était arrivé 3 jours plus tôt, délivré avec ce ton particulier qu'elle me réservait, un mélange d'exaspération et d'embarras. Vanessa allait épouser Wesley, un promoteur immobilier dont la famille possédait la moitié des propriétés en bord de mer à Seattle. Le mariage serait une affaire somptueuse, dans un domaine historique, avec 200 invités vêtus de vêtements de créateurs, sirotant un champagne qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Nous en avons discuté en famille, avait dit ma mère, la voix tendue. Vanessa s'inquiète de l'impression que tu feras. Tu sais comment tu es lors des événements sociaux, Kayla. Le bégaiement, les silences gênants. La famille de Wesley est très à cheval sur les apparences. Et cette journée doit être parfaite. J'avais voulu argumenter, me défendre, souligner que j'étais aussi sa fille. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, comme toujours quand j'essayais de lui tenir tête. À la place, j'ai murmuré, je comprends, et j'ai mis fin à l'appel avant que les larmes ne commencent à couler. Ma meilleure amie, Zoé, m'avait trouvé en pleurs dans mon cubicule à la compagnie d'assurance où nous travaillions toutes les deux comme expertes en sinistre. Elle a écouté toute l'histoire en me frottant le dos en cercle, son visage devenant de plus en plus indigné à chaque détail. C'est absolument cruel, a-t-elle dit fermement. Tu es sa sœur. Tu devrais être là. Peut-être qu'ils ont raison, ai-je murmuré en essuyant mes yeux. Je suis maladroite. Je mets les gens mal à l'aise. Arrête ça tout de suite. Zoé m'a saisi les épaules, me forçant à la regarder dans les yeux. Tu es attentionnée et gentille. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bruyante et t'as pas accent grave-l'œil comme Vanessa que tu as moins de valeur. Mais les mots de Zoé ne pouvaient pas effacer toute une vie à me sentir à part dans ma propre famille. Mon père, un chirurgien réputé, avait toujours été distant, plus intéressé par son handicap au golf que par ses filles. Ma mère, obsédée par le statut et les apparences, avait déversé toute son attention sur Vanessa, la fille qui lui faisait honneur. Et Vanessa elle-même avait appris très tôt que me mettre de côté lui valait plus de lumière. Alors, au lieu de me battre pour ma place à un mariage où je n'étais pas désiré, j'avais fait un autre choix. J'ai réservé un vol pour Paris, partant le matin du mariage de Vanessa. Je passerai la journée à déambuler dans le Louvre, à manger des croissants à des terrasses de café, et à prétendre que j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un de confiant et de libre. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Vanessa veut s'assurer que tu ne prévois pas de te présenter sans y être invité. Merci de confirmer. J'ai répondu, je serai à l'étranger. Passe une belle journée. Il n'y a eu aucune réponse, aucune tentative de me convaincre du contraire, aucun changement d'avis de dernière minute, juste le silence, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai acheté mon billet d'avion ce soir-là, regardant mon compte d'épargne diminuer alors que je cliquais sur le bouton de confirmation. C'était impulsif et cher, mais l'idée d'être à un océan de distance, au moment où ma sœur se mariait dans la richesse et le statut, me semblait nécessaire pour ma survie. Je ne pouvais pas regarder depuis la touche, pendant que ma famille célébrait sans moi, souriant pour des photos qui m'excluraient de leur histoire. Zoé m'a aidé à planifier le voyage, son enthousiasme me remontant progressivement le moral. Nous avons planifié les musées, les restaurants et les parcs. Elle a insisté pour que j'achète une nouvelle robe, quelque chose de beau qui me ferait me sentir spécial, même si j'étais seul. Tu mérites d'avoir ta propre célébration, a-t-elle dit pendant que nous faisions les boutiques. Qui se soucie d'un mariage guindé? Tu seras à Paris. La veille de mon vol, j'ai fait ma valise avec soin, pliant la robe bleu marine que Zoé m'avait aidé à choisir, ajoutant le livre de poche usé d'un roman que je voulais lire depuis longtemps. J'ai inclus un petit journal, pensant que je pourrais peut-être documenter ce voyage, cet acte de me choisir, pour une fois. Alors que je fermais ma valise, mon téléphone s'est allumé avec une notification.
C'était une publication Instagram de Vanessa, une photo d'elle et de Wesley, rayonnant, avec une légende sur leur mariage imminent et leur amour éternel. Les commentaires étaient inondés d'émojis cœur et de félicitations. Je les ai parcourus, reconnaissant les noms de cousins, d'amis de la famille et de parents éloignés qui seraient tous là pour assister à sa journée parfaite. J'ai fermé l'application rapidement, la poitrine serrée par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Ce n'était pas exactement de la jalousie, bien qu'il y en ait une trace. C'était plus comme un deuil, pour la relation que nous n'avions jamais eue, pour la famille qui ne m'avait jamais vraiment semblé être la mienne. Le matin de mon départ est arrivé, avec un ciel clair et un temps exceptionnellement doux. J'ai pris un train tôt pour l'aéroport, ma valise roulant à côté de moi, mon cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Je faisais quelque chose pour moi, quelque chose d'audacieux. Mais alors que je m'installais dans mon siège d'avion, regardant Portland disparaître en dessous de moi, je ne pouvais pas me défaire d'un étrange pressentiment, comme si je manquais quelque chose d'important que je ne pouvais pas encore voir. Le vol pour Paris a été long, mais paisible. J'ai regardé 3 films que je voulais voir, j'ai somnolé par intermittence contre le hublot, et j'ai essayé de ne pas vérifier l'heure constamment. Quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, Vanessa serait en train de remonter l'allée, dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ma mère pleurerait des larmes de joie. Mon père se tiendrait fièrement, sa fille à succès épousant exactement le genre de famille qu'il approuvait. Et moi, j'étais à 30 000 pieds dans les airs, en train de fuir. Je suis arrivé à Paris alors que le soleil se levait, peignant la ville de nuances de rose et d'or. Le chauffeur de taxi qui m'a conduite à mon petit hôtel près du quartier latin parlait un anglais approximatif et m'a montré des monuments pendant le trajet. La ville était plus belle que je ne l'avais imaginé, tout en architecture élégante et en boulevard bordé d'arbres. Après m'être enregistré et avoir pris une douche rapide pour effacer la fatigue du voyage, j'ai enfilé des vêtements confortables et je suis sorti. Le mariage aurait lieu dans environ 6 heures, en milieu d'après-midi, heure de Seattle, et en début de soirée à Paris. J'avais prévu d'être au fin fond du Louvre à ce moment-là, entouré d'art et de touristes, trop distraite pour imaginer ce que je manquais. La matinée s'est écoulée dans un flou agréable. J'ai flâné dans le jardin du Luxembourg, regardant les enfants faire naviguer des bateaux jouets dans la fontaine. Je me suis arrêté dans une boulangerie où la femme derrière le comptoir a souri chaleureusement à mon français terrible et m'a donné un macaron supplémentaire avec mon café. J'ai marché le long de la Seine, prenant des photos de Notre-Dame et des ponts, collectionnant des moments pour prouver que je passais un merveilleux moment. Mais sous le plaisir de surface, il y avait une douleur creuse. Je n'arrêtais pas de penser à Vanessa, me demandant si elle avait remarqué mon absence, si quelqu'un avait demandé où j'étais. Probablement pas. Ma mère avait probablement dit à tout le monde que j'étais malade ou occupé par le travail. Ce serait plus facile que d'admettre qu'il m'avait désinvité. En grandissant, Vanessa et moi avions été différentes depuis le début. Elle était née belle, avec les traits délicats de notre mère et des cheveux épais et brillants. Elle était naturellement charismatique, capable de charmer les adultes et de se faire des amis sans effort. Moi, d'un autre côté, j'avais hérité de la grande taille et des traits simples de mon père. J'étais maladroite dans les rassemblements sociaux, plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Notre mère n'avait pas caché son favoritisme. Vanessa avait les plus beaux vêtements, la plus grande chambre, le premier choix pour tout. Quand j'essayais de m'y opposer, ma mère soupirait et disait « Ne sois pas difficile, Kayla. Tu sais que Vanessa a plus d'opportunités. Nous sommes juste pratiques. » Les opportunités auxquelles elle faisait référence étaient des auditions de mannequinat, des concours de beauté et des événements sociaux où l'apparence de Vanessa pouvait être mise en valeur. On s'attendait à ce que je me fonde dans le décor, que je sois reconnaissante pour les vêtements de seconde main et pour toute attention restante. Mon père, occupé par son cabinet de chirurgie, remarquait à peine l'inégalité. Quand j'ai essayé de lui en parler une fois, il m'a tapoté la tête distraitement et a dit « Vous êtes toutes les deux mes filles. Maintenant, laisse-moi lire mon journal en paix. » La seule personne qui m'ait jamais fait sentir valorisée était ma grand-mère du côté de mon père. Elle avait vécu avec nous pendant mon enfance, et elle voyait à quel point la dynamique familiale me blessait. Elle m'emmenait faire des sorties spéciales, juste nous deux, et me disait que j'étais intelligente et intéressante. Ne les laisse pas te rabaisser, m'a-t-elle murmuré un jour. Tu as ta propre lumière, Kayla. Ne laisse personne l'éteindre. Elle est décédée quand j'avais 15 ans, et j'ai eu l'impression de perdre ma seule alliée. Après ça, je me suis encore plus renfermé sur moi-même,
comptant les jours jusqu'à ce que je puisse quitter la maison pour l'université. Quand je l'ai finalement fait, en emménageant dans une résidence universitaire à 3 heures de route, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer pour la première fois. Mais même la distance n'a pas effacé les schémas. Vanessa recevait toujours les éloges, l'attention, l'amour. Moi, j'avais droit à l'obligation et à la déception. Les dîners de famille sont devenus des exercices d'invisibilité, alors que tout le monde célébrait la dernière réussite de Vanessa. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, ma mère a passé le dîner à parler du nouveau petit ami de Vanessa. Quand j'ai eu mon emploi à la compagnie d'assurance, mon père m'a demandé quand je comptais faire quelque chose de plus impressionnant. Wesley était entré dans la vie de Vanessa il y a 8 mois. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif, bien sûr, où elle faisait du bénévolat pour bien paraître et où il faisait du réseautage. Ma mère avait été ravie, un homme riche, d'une famille éminente, exactement ce pourquoi elle avait préparé Vanessa. J'avais rencontré Wesley une seule fois, lors d'un dîner de famille auquel ma mère avait insisté pour que j'assiste. Il était beau, d'une manière générique, avec un charme étudié et une poignée de main ferme. Il m'a à peine remarqué, concentrant toute son attention sur Vanessa et mes parents. À un moment, j'ai essayé de me joindre à la conversation, et il m'a regardé avec confusion, comme s'il avait oublié mon existence. Vanessa rayonnait à ses côtés, se délectant de l'admiration. Quand je suis parti tôt, prétextant un mal de tête, personne n'a essayé de me retenir. Les fiançailles avaient eu lieu rapidement, suivies par la planification du mariage qui a entièrement consumé ma mère. Chaque appel téléphonique concernait les fleurs, les lieux et les listes d'invités. Quand j'ai demandé si je pouvais aider, ma mère a dit « Nous nous en occupons. Tu ne ferais probablement que stresser Vanessa. » Et maintenant, j'étais à Paris, car même ma présence au mariage était considérée comme un risque. En début d'après-midi, heure de Paris, je me suis rendu au Louvre. Le musée était bondé de touristes, nous nous pressions tous dans les grandes salles, levant la tête pour voir les célèbres peintures. Je me suis tenu devant la Joconde, entouré de dizaines d'autres personnes prenant des selfies, et je me suis senti terriblement seul. J'ai sorti mon téléphone, avec l'intention de me distraire avec quelque chose d'insignifiant. C'est alors que j'ai ouvert Instagram, curieuse malgré moi de voir ce que je manquais. Et c'est à ce moment-là que mon monde entier a basculé. La première publication que j'ai vue venait de ma cousine Jennifer, postée 20 minutes plus tôt. C'était une vidéo, tremblante et manifestement filmée à la hâte avec un téléphone. La légende disait « OMG, vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer au mariage de Vanessa ». Mon estomac s'est noué en cliquant dessus. La vidéo montrait la réception du mariage. L'élégante salle de bal, remplie de tables rondes drapées de nappes ivoires. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, et je pouvais voir les centres de tables floraux élaborés que ma mère avait passé des mois à choisir. En arrière-plan, j'entendais le brouhaha de voix confuses et excitées. Puis la caméra s'est concentrée sur le centre de la pièce, où ma mère se tenait face à Wesley. Son visage était rouge, même à travers le petit écran du téléphone, je pouvais voir qu'elle était en colère. Le visage de Wesley était crispé de fureur, sa posture agressive. Vanessa se tenait sur le côté, sa robe blanche éclatante contrastant avec le chaos, ses mains couvrant sa bouche d'horreur. J'ai augmenté le volume, pressant le téléphone contre mon oreille pour entendre par-dessus le bruit du musée autour de moi. Tu penses pouvoir me dicter ma conduite? La voix de Wesley était tranchante, cinglante. Tu n'es personne. Toute ta famille n'est personne. Comment oses-tu me parler de cette façon, a rétorqué ma mère, sa voix stridente. Après tout ce que nous avons fait pour t'accueillir dans cette famille. M'accueillir? Wesley a ri, un rire dur et moqueur. Vous me léchez les bottes depuis le premier jour parce que vous savez que Vanessa a de la chance que je l'ai même regardée. Elle est jolie, je vous l'accorde. Mais c'est tout ce qu'elle a. Et vous, qui vous pavanez ici comme si vous étiez quelqu'un d'important, parce que vous avez réussi à épouser un médecin et à élever une fille qui sait sourire sur commande. La foule dans la vidéo s'était tue, tous les yeux rivés sur la confrontation. Je pouvais voir des invités sortir leur téléphone, filmant sous plusieurs angles. Le visage de ma mère était devenu pâle. Tu dois t'excuser tout de suite. C'est le jour du mariage de ma fille. Ta fille? Wesley s'est approché, sa voix dégoulinant de mépris. Ta fille est une gamine superficielle et gâtée, qui a été élevée en pensant que son apparence suffisait. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose sur ta parfaite famille. Wesley, s'il te plaît,
a coupé la voix de Vanessa, désespérée et faible. « Tais-toi, Vanessa » a-t-il lancé sans la regarder. J'ai fini de faire semblant. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Ma mère a tendu la main, peut-être pour saisir le bras de Wesley, peut-être juste pour faire un geste. Il a reculé brusquement, et puis j'ai littéralement suffoqué au milieu du Louvre, attirant les regards des touristes voisins. Il lui a craché directement au visage. Un frisson de choc a parcouru les invités du mariage dans la vidéo. Ma mère est restée figée, le crachat dégoulinant sur sa joue, son expression d'une incrédulité absolue. Vanessa a poussé un son qui était à moitié un cri, à moitié un sanglot. « Vous êtes tous pathétiques », a dit Wesley, sa voix claire dans le silence stupéfait. Et ce mariage est terminé. Il s'est retourné et est sorti du champ. La vidéo s'est terminée avec ma mère, toujours immobile, des invités se précipitant vers elle avec des serviettes, mon père apparaissant de quelque part, le visage violet de rage. Je fixais l'écran de mon téléphone, incapable de traiter ce dont je venais d'être témoin. Mes mains tremblaient. Les gens me bousculaient en passant, mais je le remarquais à peine. J'ai cliqué sur les commentaires, qui s'étaient déjà multipliés. C'est dingue. Est-ce qu'il vient vraiment de cracher sur la mère de la mariée? Mais qui est ce type? La mère a l'air tellement choquée. C'est horrible. Le mariage de l'année, pour toutes les mauvaises raisons. J'ai fait marche arrière et j'ai cherché le compte de Vanessa. Elle n'avait rien posté de nouveau, mais des dizaines de personnes l'avaient taguée dans la vidéo, qui se propageait rapidement. J'en ai trouvé 3 autres versions, sous des angles différents, montrant toutes le même moment horrible. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était Zoé. « Kayla, tu vois ça ?» a-t-elle dit dès que j'ai répondu. C'est partout. Quelqu'un avec qui j'étais au lycée vient de le partager, et elle ne connaît même pas ta famille. Je viens de le regarder, dis-je, ma voix étrange à mes propres oreilles. Zoé. Il a craché sur ma mère, devant tout le monde. Ça devient déjà viral. Il y a des mèmes qui commencent à apparaître. Ça va être énorme. J'ai eu le vertige. J'ai trouvé un banc le long du mur du musée et je me suis assise lourdement, serrant toujours mon téléphone. Je devrais les appeler. Je devrais. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Que peux-tu faire? Tu es à Paris. Elle avait raison. Et pourtant, je me sentais coupable d'être loin, même si on m'avait poussé à partir. Je me sentais coupable de la petite étincelle de justification dans ma poitrine. Le murmure qui disait, ils voulaient un mariage parfait sans moi. Et regardez ce qu'ils ont eu à la place. Alors que j'étais assise là, d'autres notifications ont afflué. La vidéo était partagée sur toutes les plateformes. Les sites d'information commençaient à s'en emparer. En moins d'1 heure, il y avait un hashtag en tendance, Wedding Speedgate. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était mon père. J'ai fixé son nom sur l'écran, mon doigt planant sur le bouton de réponse. Il ne m'avait jamais appelé juste pour parler, seulement quand ma mère le forçait ou quand il avait besoin de quelque chose. Que pouvais-je bien lui dire en ce moment? J'ai laissé le message aller à la messagerie vocale. Puis ma mère a appelé, puis Vanessa, puis ma mère à nouveau. J'ai regardé chaque appel resté sans réponse, ayant l'impression de voir ma vieille vie s'effondrer à distance de sécurité. Autour de moi, les touristes continuaient leur visite du musée, inconscients de ma crise. Une famille prenait des photos près de moi, les enfants riant. Un couple se disputait en français pour savoir quelle galerie visiter ensuite. La vie continuait, indifférente. J'ai regardé à nouveau mon téléphone, l'image figée du visage de ma mère avec le crachat glissant sur sa joue, l'expression de pur mépris de Wesley, les yeux horrifiés de Vanessa, et j'ai pensé, tout est sur le point de changer. J'ai finalement répondu à l'appel de ma mère à sa 5e tentative. À ce moment-là, j'avais quitté le Louvre et j'étais assise dans un petit café près de mon hôtel, sirotant une tasse de café qui avait refroidi pendant que je regardais mon téléphone s'allumer à plusieurs reprises. Kayla. Sa voix était rauque, dépouillée de sa supériorité habituelle. Où es-tu? Je te l'ai dit, je suis à Paris. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. J'ai remué lentement mon café, regardant la cuillère créer de petits tourbillons. Pourquoi ferais-je ça? Ne sois pas difficile. Le ton familier est revenu dans sa voix. Ta sœur a besoin de toi. Cette famille a besoin de toi. C'est drôle comme ça marche, dis-je doucement.
La famille qui ne voulait pas de moi au mariage a soudainement besoin de moi quand tout s'effondre. Ce n'est pas le moment de t'apitoyer sur ton sort. As-tu la moindre idée de ce à quoi nous sommes confrontés? Cette vidéo a été vue des millions de fois. Des millions, Kayla. Le cabinet de ton père reçoit des appels. Vanessa est hystérique. Nous sommes harcelés en ligne. Et où es-tu? À te cacher en France comme une lâche. Quelque chose en moi a craqué. Une lâche? Tu m'as dit de ne pas venir. Tu as dit que j'étais trop maladroite, trop embarrassante. Tu as dit que je gâcherais la journée parfaite de Vanessa. Je n'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Il y a 3 jours. Tu as dit que tout le monde serait mal à l'aise si j'assistais. Il y a eu une pause. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé pour cette douceur manipulatrice qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Kayla, ma chérie, je crois que tu as mal compris. J'étais juste inquiète que tu te sentes dépassée par un si grand événement. Tu sais à quel point tu es anxieuse. Ne me manipule pas. Je sais exactement ce que tu as dit. Eh bien, indépendamment des conversations passées, nous avons besoin de toi maintenant. Vanessa est dévastée. Elle s'est enfermée dans son ancienne chambre et ne veut pas en sortir. Ton père tient à peine le coup, et moi. Sa voix s'est brisée de manière convaincante. Je suis humilié. Cet homme m'a craché dessus devant tous ceux que je connais. Mes amis, notre famille, nos associés. Tout le monde a vu. J'aurais dû ressentir de la sympathie. C'était ma mère, blessée et publiquement humiliée, mais tout ce que je ressentais était un étrange engourdissement. Que veux-tu que je fasse à ce sujet? Rentre à la maison. Parle à Vanessa. Aide-nous à trouver comment gérer ce cauchemar médiatique. Montre au monde que nous sommes une famille unie. Une famille unie, ai-je répété lentement. La famille qui m'exclut jusqu'à ce qu'elle ait besoin de limiter les dégâts. Kayla, s'il te plaît, je t'en supplie. Elle ne m'avait jamais supplié pour quoi que ce soit de ma vie. Le son de sa voix aurait dû m'émouvoir. Mais au lieu de cela, il semblait creux, théâtral. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait une solution à son problème. J'y réfléchirai, dis-je. Je dois y aller. Kayla, attends. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué tous leurs numéros. Puis j'ai commandé un verre de vin, même s'il était à peine 15 heures. Le serveur l'a apporté avec un sourire compatissant, comme s'il pouvait sentir ma détresse. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai parcouru la couverture de ce qu'on appelait le scandale du crachat au mariage. Les médias s'en étaient emparés. Les sites de divertissement disséquaient chaque instant. Les gens analysaient les mots de Wesley, la réaction de ma mère, l'horreur de Vanessa. Certains commentaires étaient sympathiques à ma famille. D'autres étaient brutaux. La mère a l'air si arrogante. Elle l'a probablement mérité. Problème de riche, lol. Pauvre marié, quand même. Imagine que ton mariage devienne un mème. Le marié est clairement instable, mais cette famille semble toxique aussi. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un site de potins avait fait des recherches sur le passé de Wesley. Selon leur enquête, il avait des antécédents de comportement instable. Une ex-petite amie avait déposé une ordonnance restrictive contre lui il y a 2 ans, affirmant qu'il l'avait menacé. Il avait été licencié de sa précédente agence immobilière pour comportement agressif envers des collègues. La richesse de sa famille avait apparemment aidé à étouffer ces incidents. Ma mère avait été tellement éblouie par son argent et son statut qu'elle n'avait jamais pris la peine de vérifier avec qui Vanessa se mariait réellement. Ou peut-être qu'elle le savait et s'en fichait, tant que Vanessa épousait un homme riche. J'ai fait une capture d'écran de l'article et je l'ai fixé. Cette information changeait les choses. Ma sœur, malgré toutes ses priorités superficielles et sa complicité dans mon exclusion, était liée à un homme qui pouvait être dangereux. Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Kayla. C'était Vanessa, la voix étranglée par les larmes. Elle avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un. S'il te plaît, ne raccroche pas, je n'ai rien dit. Je sais que tu me détestes, a-t-elle poursuivi, les mots sortant en un flot précipité. Je sais que nous t'avons terriblement traité. Je sais que j'aurais dû te défendre pour le mariage, mais s'il te plaît, rentre à la maison. Je ne sais pas quoi faire.
Wesley m'a envoyé un texto pour me dire qu'il revenait ce soir et que nous devions parler, et j'ai peur, Kayla. J'ai vraiment peur. Alors ne le vois pas. Reste chez maman et papa. Tu ne comprends pas. Il a une clé de mon appartement. Il sait où tout se trouve. Il n'arrête pas d'appeler et d'envoyer des textos, et les choses qu'il dit. Sa voix s'est brisée. Je pensais le connaître. Il était toujours si charmant, si parfait. Mais les choses qu'il a dites au mariage, la façon dont il nous a tous regardés comme si nous n'étions rien. Savais-tu pour son passé? L'ordonnance restrictive, le travail qu'il a perdu? Silence. Alors de quoi parles-tu? Je lui ai envoyé l'article. J'ai entendu sa brusque inspiration alors qu'elle le lisait. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Oh mon Dieu, Kayla, je n'en avais aucune idée. Maman et papa ont fait toutes les recherches. Ils ont dit qu'il était parfait. Ils ont dit que sa famille était. Ils ont vu l'argent et le statut et ont arrêté de chercher. Vanessa pleurait plus fort maintenant. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je suis ta sœur. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. J'ai fermé les yeux, luttant avec des émotions contradictoires. Une partie de moi voulait lui dire de se débrouiller seule, de lui laisser faire l'expérience de ce que c'est que d'être abandonné par sa famille. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de nos enfants, avant que tout ne devienne compliqué, ne pouvait ignorer sa peur. Je verrai ce que je peux faire, dis-je finalement. Mais Vanessa, je ne reviens pas pour jouer à la famille heureuse et prétendre que tout va bien. Si je reviens, les choses vont être différentes. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, aide-moi. Après avoir raccroché, je suis resté assise longtemps, regardant la vie de la rue parisienne défiler devant ma table de café. Des couples se tenant la main, des touristes étudiant des cartes, des habitants se dépêchant de rentrer du travail. La vie normale continuait, inconsciente, pendant que mon monde se réorganisait. J'ai cherché les informations de vol sur mon téléphone. Il y avait un vol partant demain matin qui me ramènerait à Portland le soir. Changer mon billet coûtait cher, mais j'avais ma carte de crédit. En le réservant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je rentrais, mais pas en tant que la fille embarrassée essayant de se faire plus petite. Je rentrais avec des informations, avec un moyen de pression, avec une vision plus claire de qui était exactement ma famille. Et peut-être, juste peut-être, je rentrais pour enfin me défendre. Le vol de retour était différent du vol pour Paris. Je ne fuyais pas cette fois. Je courais vers quelque chose, bien que je ne sois pas entièrement sûr de quoi. J'ai passé la majeure partie du trajet à faire des recherches, mon ordinateur portable ouvert sur plusieurs onglets concernant Wesley, sa famille, et les divers articles de presse issus de la vidéo du mariage. Ce que j'ai découvert brossait un tableau inquiétant. La richesse de la famille de Wesley provenait de son grand-père, qui avait bâti un empire immobilier dans les années 1970. Mais Wesley lui-même était le plus jeune fils, souvent négligé au profit de ses frères aînés plus accomplis. Son poste dans l'entreprise familiale était largement cérémoniel, un titre sans réel pouvoir. Il avait oscillé entre divers rôles, quittant chacun dans des circonstances troubles. L'ordonnance restrictive de son ex-petite amie incluait des détails qui m'ont retourné l'estomac. Elle le décrivait comme charmant au début, puis de plus en plus contrôlant et agressif. Il entrait dans des colères folles pour des problèmes mineurs, puis s'excusait de manière extravagante avec des cadeaux coûteux. L'incident final qui a conduit à l'ordonnance restrictive l'impliquait se présentant à son lieu de travail et provoquant une scène quand elle a essayé de rompre. J'ai trouvé son profil sur les réseaux sociaux. Elle avait supprimé la plupart des anciennes publications, mais il y en avait une datant d'un an libérée de la toxicité. Si vous êtes dans une relation où vous avez peur, sachez que vous méritez mieux. Partir a été la chose la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais faite. J'ai pris d'autres captures d'écran, constituant un dossier d'information. Si Wesley était aussi instable qu'il le paraissait, ma famille allait avoir besoin de plus que de la gestion de crise. Ils allaient avoir besoin de protection. Quand j'ai atterri à Portland, il pleuvait, ce genre de bruine persistante qui caractérise les automnes du nord-ouest du Pacifique. J'ai pris un VTC directement chez mes parents, une grande maison coloniale dans une banlieue chic où chaque pelouse était manucurée et chaque voiture était chère. Ma mère a ouvert la porte, l'air hagard. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en désordre, et elle ne portait pas de maquillage.
Pour la première fois de ma vie, elle avait l'air vieille. Tu es venu, a-t-elle dit, et il y avait peut-être un soulagement sincère dans sa voix. Où est Vanessa? À l'étage. Elle n'a pas quitté sa chambre depuis hier. Ton père est au bureau, essayant de gérer les retombées. Son cabinet a été inondé d'appels de journalistes. Je suis passé devant elle sans attendre d'invitation. La maison était la même que d'habitude, décorée avec goût, immaculée, froide. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre d'enfance de Vanessa, la plus grande pièce du 2e étage, celle avec la meilleure vue. J'ai frappé. Vanessa, c'est Kayla. La porte s'est ouverte immédiatement. Ma sœur avait l'air terrible. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Ses cheveux emmêlés. Elle portait un jogging et un vieux t-shirt. Pas de maquillage, pas de bijoux. Je ne l'avais jamais vue aussi défaite. Tu es vraiment là, a-t-elle dit. Et puis elle m'a serré dans ses bras. Je suis resté raide, ne lui rendant pas son étreinte au début, mais ses épaules tremblaient, et elle sanglotait contre mon épaule, et malgré tout, elle était toujours ma sœur. Mes bras se sont levés lentement, maladroitement, et lui ont tapoté le dos. Entre, a-t-elle dit en s'écartant et en essuyant ses yeux. Je dois tout te dire. Nous nous sommes assis sur son lit, le même lit sur lequel elle se prélassait il y a des années en parlant au téléphone avec des amis, m'ignorant quand j'essayais de la rejoindre. L'ironie ne m'a pas échappé. Wesley n'arrête pas de m'envoyer des textos, a-t-elle commencé en me montrant son téléphone. Les messages étaient un mélange dérangeant de rage et de manipulation. Certains la traitaient de nulle et de stupide. D'autres s'excusaient abondamment et suppliaient pour une autre chance. Certains étaient menaçants, de manière vague et troublante, je passe ce soir, que ça te plaise ou non. Nous devons parler face à face. Tu ne fais qu'empirer les choses en m'ignorant. Je sais où tu es. Je t'aime tellement, bébé. J'étais juste stressé. Ta mère m'a provoqué. Donne-moi une chance de m'expliquer. Tu vas regretter de m'avoir traité de cette façon. J'ai eu froid en les lisant. As-tu répondu à l'un de ces messages? Je lui ai dit de me laisser tranquille. Ça l'a rendu plus furieux. Tu dois aller à la police. Obtenir une ordonnance restrictive. Avec quelle preuve? Il ne m'a pas menacé directement. Et sa famille, Kayla, sa famille est puissante. Ils ont des avocats, des relations. Maman et papa ont peur qu'ils nous poursuivent pour diffamation ou quelque chose du genre. Diffamation? C'est lui qui a craché sur maman devant 200 témoins. Je sais, mais sa famille prétend qu'il a été provoqué. Que maman a dit quelque chose d'offensant en premier. Ils essaient de faire passer ça pour lui, la victime de notre arrivisme social. J'ai ri amèrement. C'est fort de café. Maman est une arriviste sociale depuis le jour où elle a épousé papa. Vanessa m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle auparavant, une reconnaissance honnête. Je sais. Je l'ai toujours su. Mais je pensais que c'était comme ça que la vie fonctionnait. On épouse quelqu'un qui a réussi, on présente la bonne image, et tout s'arrange. C'est ce que maman m'a appris. Et regarde où ça t'a mené. Elle a tressailli, mais n'a pas argumenté. J'ai vu les articles que tu as envoyés sur son ex-petite amie, l'ordonnance restrictive. Je n'arrive pas à croire que je ne savais pas. Je n'arrive pas à croire que maman et papa n'ont pas vérifié. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. L'argent, le statut, le bon nom de famille. Ils étaient tellement excités de te marier à quelqu'un d'impressionnant qu'ils n'ont pas pris la peine de regarder plus loin. Tout comme ils étaient tellement excités que je sois la fille jolie et populaire qu'ils ne se souciaient de rien d'autre. Vanessa a tordu ses mains sur ses genoux. Je sais que j'ai été horrible avec toi, Kayla. Je sais que j'ai laissé maman te traiter comme si tu ne comptais pas. C'était plus facile d'être la favorite que de défendre ce qui était juste. Oui, c'était plus facile, ai-je convenu. Et maintenant, tu paies le prix d'avoir construit ta vie sur des fondations superficielles. Je sais. Elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. Pour chaque fois que j'ai eu la plus grande chambre, les plus beaux vêtements, l'attention. Pour chaque fois que j'ai laissé maman t'exclure ou te rabaisser. Pour le mariage. Mon Dieu, Kayla, je n'aurais jamais dû accepter que tu ne sois pas là. Tu es ma sœur. Je voulais dire je te pardonne. Je voulais la serrer dans mes bras et lui dire que nous allions arranger ça ensemble.
Mais des années de blessures ne s'évaporent pas avec une seule excuse, aussi sincère soit-elle. Je ne suis pas là pour t'absoudre, dis-je doucement. Je suis là parce que tu as peur et que tu as demandé de l'aide. Mais Vanessa, quand tout ça sera terminé, nous devrons avoir des conversations sérieuses sur notre famille et sur la façon dont nous nous traitons les unes les autres. Je sais. Je le veux. Je veux être meilleur. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu des cris venant d'en bas. Des voix d'hommes, dont l'une était effroyablement familière de la vidéo du mariage. Wesley était arrivé. Vanessa a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement. Il n'est pas censé être là. Comment est-il entré? Nous nous sommes glissés en haut des escaliers et avons regardé en bas. Wesley se tenait dans le hall, face à ma mère. Mon père venait apparemment de rentrer et se tenait entre eux, le visage rouge de colère. « Sors de ma maison », disait mon père, sa voix tendue et contrôlée, de cette manière de chirurgien qu'il avait quand il était furieux mais essayait de ne pas le montrer. « Je dois voir Vanessa », a dit Wesley. Il était débraillé. Son costume cher était froissé. Ses cheveux en désordre. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Elle ne répond pas à mes appels. Je dois m'expliquer. Tu as craché sur ma femme au mariage de ma fille. Tu as humilié toute notre famille. Tu as exactement 10 secondes pour partir avant que j'appelle la police. Wesley a ri, et le son m'a donné la chair de poule. La police? Et leur dire quoi? Que j'ai eu un désaccord avec ma belle-mère? Que je me suis énervé à mon propre mariage? Tu l'as agressée? C'est comme ça qu'elle appelle ça? Intéressant, puisque c'est elle qui m'a attrapé en premier. Je me défendais. C'est un mensonge, a hurlé ma mère. Je ne t'ai jamais touché. Tu es dégoûtant. Faites attention, a dit Wesley, sa voix baissant à un ton dangereux. Vous devriez peut-être faire attention à ce que vous dites. Ma famille a de très bons avocats. Nous pourrions vous rendre les choses très difficiles, à vous tous. Je sentais Vanessa trembler à côté de moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer, en l'orientant pour capturer la scène en bas. Quoi qu'il arrive ensuite, nous allions avoir des preuves. Vous nous menacez, a demandé mon père. J'énonce des faits. Vous m'avez tous calomnié en ligne, en partageant cette vidéo, en me faisant passer pour un monstre. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui a précédé ce moment. Ce que votre femme a dit sur ma famille, comment elle a insulté ma mère, suggéré que nous n'étions pas assez bien pour la précieuse Vanessa. Je n'ai jamais, a commencé ma mère. Si, absolument. Vous avez passé des mois à faire des petites remarques sur le fait que nous devrions être reconnaissants d'être liés à votre famille. Sur le fait que votre mari, le chirurgien, et votre belle-fille étaient de tels prix. Vous m'avez traité comme un employé à mon propre mariage. Ce n'est pas vrai, a dit mon père, mais il y avait moins de certitude dans sa voix. Vraiment? Mais voici le truc. Rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que Vanessa et moi sommes mariés, légalement mariés, et je veux voir ma femme. Le mariage n'est pas valide, a dit rapidement ma mère. Tu es parti avant la fin de la cérémonie, avant de signer les papiers. Wesley a souri, et ce n'était pas une expression agréable. En fait, nous avons signé l'acte de mariage ce matin-là au palais de justice. Une petite police d'assurance, si vous voulez. Alors oui, Vanessa est légalement ma femme, et j'ai tout à fait le droit de la voir. Les mots ont frappé comme un coup physique. J'ai vu les visages de mes parents se figer de choc. À côté de moi, Vanessa a émis un petit son blessé. Tu as dit que nous le ferions au mariage, m'a-t-elle murmuré. Il a dit que le faire au palais de justice d'abord n'était qu'une formalité pour les papiers. Que le vrai mariage était la cérémonie. J'ai trouvé ça romantique, spontané. Je n'ai rien dit à personne parce qu'il a dit que ça devait être notre secret. Mon esprit a parcouru les implications. S'ils étaient légalement mariés, tout devenait plus compliqué. Le divorce prendrait du temps. Wesley pourrait revendiquer des droits sur tout ce que Vanessa possédait. Et entre-temps, ils pourraient rendre leur vie à tous misérable. À moins que... Une idée se formait, risquée et peut-être brillante. Mais j'avais besoin de plus d'informations d'abord. J'ai tendu mon téléphone à Vanessa, toujours en train d'enregistrer, et j'ai murmuré, continue de filmer. Ne le laisse pas te voir. Puis je suis descendu. Qui diable es-tu, a demandé Wesley en me voyant.
Je suis Kayla, l'autre fille, celle qui n'était pas assez importante pour être invitée au mariage. Mes parents m'ont regardé comme si j'étais apparu de nulle part. Ma mère avait l'air terrifiée, mon père confus. Kayla, remonte, a dit mon père. Non, je veux entendre ce que Wesley a à dire. Je me suis tourné vers lui, gardant ma voix calme et posée. Tu as raison de dire que ma mère peut être difficile. Elle se soucie absolument trop du statut et des apparences. Mais lui cracher dessus. C'était un choix assez particulier. Elle m'a poussé à bout. En disant quoi exactement? Qu'a-t-elle dit qui justifiait cette réaction? Elle. Il a hésité, et j'ai vu le mensonge se former. Elle a insulté ma mère. Ta mère qui n'était pas au mariage. Autre hésitation. Elle a insulté ma famille. Peux-tu être plus précis? Parce qu'il y a une douzaine de vidéos de cet incident sous différents angles, et dans toutes, l'audio est assez clair. Elle a dit, après tout ce que nous avons fait pour vous accueillir dans cette famille. C'est ça qui t'a fait exploser. Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que les caméras ne commencent à tourner. Tu as raison. Je n'étais pas là parce que ma mère m'a dit de ne pas venir, parce que je suis maladroite et embarrassante et que je mettrais tout le monde mal à l'aise. J'ai laissé ça planer dans l'air. Mais voici ce que je sais. Je connais Jessica, ton ex-petite amie, l'ordonnance restrictive. Le visage de Wesley est devenu très immobile. Je sais pour le travail que tu as perdu chez Davison Property pour avoir menacé un collègue. Je sais pour l'accusation de conduite en état d'ivresse que les avocats de ta famille ont fait disparaître. Je sais que tu es la déception de ta famille, le fils qui ne peut pas être à la hauteur de ses frères, à qui on a donné un faux poste pour l'occuper et l'éloigner des ennuis. Tu ne sais rien, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu de son assurance. Je sais que tu voyais Vanessa comme un trophée, une femme belle et naïve d'une famille désespérée de la marier à l'argent. Je sais que tu l'as bombardée d'amour, que tu l'as isolée de ses amis, et que tu l'as rendue dépendante de ton approbation. Des tactiques classiques d'agresseur. J'aime Vanessa. Tu aimes la contrôler. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises de ses SMS à Vanessa. Ça ne ressemble pas à de l'amour. Ça ressemble à de l'obsession et de la rage. Il s'est jeté sur moi, et mon père s'est immédiatement interposé. N'ose pas la toucher. Dégage de mon chemin. Non, tu pars maintenant. Wesley a regardé autour de nous tous, son visage tordu de fureur et d'autre chose, de la panique. Il perdait le contrôle de la situation, et il le savait. Vanessa. A-t-il crié vers les escaliers. Vanessa, descends. On s'en va. Elle ne va nulle part avec toi, dis-je calmement. En fait, elle demande l'annulation du mariage pour fraude. Tu as menti sur ton passé. Tu l'as manipulé pour un mariage au palais de justice sans divulgation appropriée. N'importe quel juge l'accordera. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous le pouvons et nous le ferons. Et si tu t'approches d'elle à nouveau, si tu lui envoies un texto, si tu l'appelles, ou si tu te présentes où qu'elle soit, nous demanderons une ordonnance restrictive. Et contrairement à quand Jessica l'a fait, cette fois-ci, ce sera très public. Les mêmes médias qui ont couvert le désastre de ton mariage se jetteront sur l'histoire du marié violent. Les mains de Wesley se sont serrées en poing. Un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment frapper quelqu'un, mais il a semblé se dégonfler, voyant qu'il avait perdu cette manche. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, sa voix basse et menaçante. Ma famille vous détruira tous. Ta famille est probablement ravie de se débarrasser de toi, ai-je répondu. Maintenant, par avant que j'appelle la police moi-même. Il est sorti en trombe, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Nous sommes tous restés figés un instant après, le silence presque pire que les cris. Puis Vanessa est apparue en haut des escaliers, tenant toujours mon téléphone, toujours en train d'enregistrer. J'ai tout, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais déterminée. Chaque mot. Et c'est ainsi que nous avons une autre preuve. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé du salon de mes parents, la lumière du soleil entrant à flot par les grandes fenêtres. J'avais mal au dos à cause de la position inconfortable, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Vanessa dormait encore à l'étage, épuisée par le tumulte émotionnel de la veille. Mes parents étaient dans la cuisine, leur voix basse et tendue. Je me suis assise et j'ai vérifié mon téléphone.
La vidéo du mariage avait maintenant été vue plus de 15 millions de fois. Le nom de Wesley était en tendance sur les réseaux sociaux. Plus important encore, 3 autres femmes s'étaient manifestées avec leurs propres histoires à son sujet. Elles avaient vu la couverture médiatique et avaient décidé de parler de leurs expériences avec son comportement contrôlant et agressif. J'ai tout capturé et envoyé à l'avocate que j'avais recherchée dans l'avion, une femme nommée Patricia, spécialisée dans les cas de contrôle coercitif et de violence domestique. Elle avait déjà répondu à mon premier email, acceptant de prendre le cas de Vanessa. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, tenant une tasse de café. « Tu es réveillé. » À peine. Je me suis levé et je me suis étiré. « Nous devons parler, nous tous. » Elle a hoché la tête et a appelé Vanessa et mon père. 20 minutes plus tard, nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger où j'avais mangé d'innombrables dîners silencieux en grandissant, où j'avais été ignoré, négligé et rabaissé. « Voici ce qui va se passer, dis-je, prenant le contrôle avant que quiconque puisse parler. Vanessa va rencontrer Patricia, l'avocate que j'ai trouvée, cet après-midi. Nous demandons l'annulation du mariage pour fraude et coercition. Nous avons la vidéo d'hier soir. Nous avons ses SMS. Et nous avons les déclarations de son ex-petite amie et des autres femmes qui se sont manifestées. Et si sa famille riposte, a demandé mon père. Qu'ils essaient. Avec autant d'attention publique, toute action en justice qu'ils entreprendront sera scrutée à la loupe. Ils sont plus susceptibles de vouloir que cela disparaisse discrètement que de le traîner devant les tribunaux. Et les médias, a demandé ma mère. Comment gérons-nous cela? Nous ne nous cachons pas, nous disons la vérité. J'ai regardé Vanessa. Tu vas donner une interview, soigneusement contrôlée, avec un journaliste de bonne réputation. Tu vas raconter ton histoire, comment tu as été manipulée et trompée. Tu seras la mariée sympathique qui a découvert que son fiancé n'était pas celui qu'il prétendait être. Je ne sais pas si je peux faire ça, a dit doucement Vanessa. Tu peux et tu le feras, parce qu'en ce moment, tu n'es qu'une blague dans une vidéo virale. Mais si tu prends le contrôle de ton récit, tu deviens une survivante, quelqu'un à qui d'autres femmes peuvent s'identifier. Ma mère m'étudiait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose comme du respect. Quand es-tu devenue si compétente? Je l'ai toujours été. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le remarquer. Les mots sont restés en suspens. Mon père avait l'air mal à l'aise. Vanessa fixait ses mains. Le visage de ma mère a rougi, mais pour une fois, elle n'a pas argumenté. Tu as raison, a finalement dit ma mère, sa voix à peine audible. Je ne t'ai jamais vu clairement. J'étais tellement concentré sur Vanessa, sur la vie que je voulais pour elle, que je t'ai manqué en tant que mère. Je ne m'attendais pas à un aveu. Oui, tu as échoué. Je suis désolé, Kayla. Vraiment désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. À quel point nous t'avons maltraité. À quel point tout cela était injuste. Vanessa a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis désolé aussi, pour tout. Je les ai regardées toutes les deux, ces femmes qui avaient façonné une si grande partie de ma douleur. Une partie de moi voulait rejeter leurs excuses, les faire souffrir comme elles m'avaient fait souffrir. Mais une autre partie, celle qui était fatiguée de porter toute cette colère, voulait essayer quelque chose de différent. Je ne suis pas prête à dire que tout est pardonné, dis-je prudemment. Mais je suis prête à travailler pour quelque chose de mieux, si vous êtes réellement prête à changer. Nous le sommes, a dit Vanessa. Je te le promets. Mon père s'est éclairci la gorge. Kayla, je te dois aussi des excuses. J'ai été absent quand tu avais besoin d'un père. J'ai laissé ta mère dicter le fonctionnement de notre famille, et je ne t'ai pas protégé de son favoritisme. C'était mal. Oui, ça l'était. J'ai croisé son regard. Mais comme je leur ai dit, je suis prête à essayer si tu es prêt à être différent. Il a hoché la tête, l'air plus âgé et plus incertain que je ne l'avais jamais vu. Bien. Alors mettons-nous au travail. J'ai sorti mon ordinateur portable. Je suis debout depuis 5 heures du matin à élaborer un plan. Patricia peut voir Vanessa à 14 heures aujourd'hui. J'ai aussi contacté Lorraine, une journaliste de confiance qui travaille pour un grand média. Elle est intéressée par une interview exclusive avec Vanessa, mais nous devons agir vite avant que quelqu'un d'autre n'obtienne l'histoire. Comment connais-tu tous ces gens, a demandé ma mère.
J'ai construit ma propre vie pendant que vous ne faisiez pas attention. J'ai des relations, des compétences et des capacités dont vous n'avez jamais pris la peine de vous informer. Au cours des heures suivantes, nous avons exécuté le plan. Vanessa a rencontré Patricia, qui a immédiatement déposé les documents d'annulation et a commencé à rassembler des preuves. J'ai coaché Vanessa sur ce qu'il fallait dire dans l'interview, l'aidant à trouver sa voix tout en gardant le message clair et sympathique. Ce soir-là, Lorraine est arrivée à la maison avec une petite équipe de tournage. Elle était professionnelle et gentille, mettant immédiatement Vanessa à l'aise. L'interview a duré 1 heure, Vanessa parlant honnêtement de la manière dont Wesley l'avait manipulée, de la façon dont le mariage au palais de justice avait été présenté comme une spontanéité romantique plutôt que la tactique de contrôle qu'il était réellement, et de sa gratitude que la vérité soit apparue avant qu'il ne soit trop tard. Je veux que d'autres femmes sachent que la violence ne ressemble pas toujours à ce que l'on pense, a dit Vanessa à la caméra, les larmes coulant sur son visage. Parfois, elle est charmante et ressemble à de l'amour. Parfois, elle vient de familles riches et respectables, et parfois, on ne la voit pas jusqu'à ce que quelque chose brise l'illusion. Quand ce fut terminé, Lorraine nous a remerciés et a promis que le reportage serait diffusé dans les 48 heures. Ça va être puissant, a-t-elle dit. Vous êtes très courageuse. Après son départ, Vanessa s'est effondrée sur le canapé, émotionnellement épuisée. Je me suis assise à côté d'elle et elle a posé sa tête sur mon épaule. Merci, a-t-elle murmuré, d'être revenue. De m'avoir aidé. Je ne le mérite pas, peut-être pas, ai-je convenu. Mais je ne fais pas ça seulement pour toi. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Et parce que peut-être, juste peut-être, nous pouvons devenir les sœurs que nous aurions dû être depuis le début. Elle a serré ma main, et pour la première fois depuis des années, le geste semblait sincère. L'interview a été diffusée 2 jours plus tard en prime time. Je l'ai regardée avec ma famille dans le salon, tous tendus et silencieux. Vanessa est apparue comme vulnérable mais forte, sympathique sans être faible. Les producteurs avaient fait un excellent travail de montage, incluant la vidéo virale du mariage aux côtés du témoignage de Vanessa, puis montrant les SMS que Wesley avait envoyés et incluant des interviews avec 2 des autres femmes qui s'étaient manifestées. La réaction a été immédiate et écrasante. En moins d'1 heure, les réseaux sociaux de Vanessa ont été inondés de messages de soutien. Le hashtag du scandale du mariage est passé de la moquerie au soutien. Des femmes ont partagé leurs propres histoires de manipulation et de violence. Le récit s'était complètement inversé. Et puis, les choses se sont encore améliorées. La famille de Wesley a publié une déclaration par l'intermédiaire de leur publiciste le lendemain matin. Elle était soigneusement formulée, clairement rédigée par des avocats, mais le message était clair. Ils coupaient les ponts avec Wesley. Ils reconnaissaient qu'il avait de graves problèmes personnels qu'ils espéraient qu'il réglerait, et qu'ils soutenaient la décision de Vanessa de mettre fin au mariage. Ils le sacrifiaient essentiellement pour protéger leur propre réputation. Ils protègent leur empire, a dit mon père en lisant la déclaration sur son téléphone. Ils ne veulent pas être associés à ce désastre. Ce qui signifie qu'ils ne contesteront pas l'annulation, a confirmé Patricia quand je l'ai appelé. J'ai déjà eu des nouvelles de leurs avocats. Ils sont prêts à régler rapidement et discrètement. Wesley n'obtiendra rien de Vanessa, et ils sont prêts à s'assurer qu'ils ne contestent pas et Wesley lui-même, ai-je demandé. Il est devenu silencieux, a supprimé tous ses réseaux sociaux. Apparemment, il s'est enregistré dans une sorte de retraite de bien-être en Arizona. Sa famille a essentiellement payé pour le faire disparaître pendant un certain temps. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Wesley avait essayé de contrôler et d'intimider ma sœur, avait humilié ma mère en public, avait menacé ma famille, et maintenant, c'était lui qui se cachait, déshonoré et abandonné même par sa propre famille. Mais il y avait encore une chose que je devais faire. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la chaîne de télévision locale où la vidéo du mariage était devenue virale pour la première fois. J'avais appelé à l'avance et arrangé une rencontre avec la directrice de la station, une femme nommée Hélène, qui avait été étonnamment réceptive à ma proposition. « Alors, vous voulez faire un reportage de suivi ?» a-t-elle dit en se penchant en arrière dans son fauteuil de bureau. « Sur vous, la sœur qui n'était pas invitée ? Pas seulement sur moi. Sur la façon dont les familles peuvent être toxiques, comment le favoritisme nuit aux relations, et comment parfois la personne que tout le monde ignore est celle qui finit par sauver tout le monde. » Hélène a souri. « J'aime ça. C'est un excellent angle. La fille oubliée qui revient pour sauver sa famille. Très convaincant.
Et c'est vrai. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le SMS de ma mère, celui me disant de ne pas venir au mariage parce que j'étais trop maladroite. J'ai la documentation de tout. Je peux montrer comment cette famille fonctionnait, comment j'étais traité, et comment j'ai choisi de les aider quand même. Pourquoi faites-vous ça? S'ils vous ont si maltraité, pourquoi vous exposer de cette façon? Parce que j'en ai assez d'être invisible. J'en ai assez de laisser les autres écrire mon histoire. Et parce que peut-être, juste peut-être, une autre femme qui se sent invisible dans sa famille verra ça et réalisera qu'elle a aussi de la valeur. Hélène m'a étudié un long moment. Vous savez, ça va donner une mauvaise image de votre famille. Surtout de votre mère. Ils se sont déjà donné une mauvaise image. Je ne fais que dire la vérité à ce sujet. Et honnêtement, ils sont d'accord avec ça. Ils savent qu'ils doivent assumer leurs erreurs. Ce qui était vrai. J'en avais discuté avec mes parents et Vanessa la veille. Ma mère avait été réticente au début, inquiète pour sa réputation, mais mon père nous avait tous surpris. Laisse-la faire, avait-il dit fermement. Nous méritons d'être tenus pour responsables, et Kayla mérite d'être vue. Alors, me voilà, acceptant une interview qui serait diffusée dans 3 jours, juste après une autre mise à jour sur l'histoire de Vanessa. La fille oubliée et l'enfant prodige, racontant toutes les deux leur vérité. L'interview elle-même a été cathartique. J'ai parlé honnêtement du fait de grandir dans l'ombre de Vanessa, du sentiment constant de ne pas être assez bien, du fait d'être désinvité du mariage. J'ai montré les SMS. J'ai expliqué comment j'étais parti à Paris pour m'échapper, pour finalement voir la journée parfaite de ma famille imploser depuis l'autre côté de l'océan. Mais vous êtes revenu, a dit l'intervieweuse. Même après tout ce qu'ils vous ont fait subir, vous êtes revenu pour aider. Je suis revenu parce que ma sœur avait peur et a demandé mon aide. Et parce que malgré tout, c'est toujours ma famille. Mais je suis revenu selon mes propres termes cette fois. Non pas en tant que la fille oubliable, mais en tant qu'une adulte compétente qui mérite le respect. Et les choses ont-elles changé? Elles changent. Ma mère suit une thérapie. Mon père fait un effort pour être présent. Vanessa et moi reconstruisons notre relation. Ce n'est pas parfait, et ça ne se réglera pas du jour au lendemain, mais pour la première fois de ma vie, je me sens vu par eux. Que diriez-vous aux autres femmes qui se sentent invisibles dans leur famille? J'ai regardé directement la caméra. Vous n'êtes pas le problème. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Et parfois, la meilleure vengeance est de ne plus les laisser vous diminuer. Levez-vous. Exprimez-vous. Prenez de la place. Vous méritez d'être là. Quand l'interview a été diffusée, mon téléphone a explosé de messages. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté. Des collègues m'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais traversé. Des inconnus m'ont envoyé des messages me remerciant pour mon honnêteté. Mais le message qui comptait le plus venait de Zoé. Je suis si fier de toi. Tu es une guerrière. J'ai souri et j'ai répondu par texto, il m'a juste fallu un certain temps pour le réaliser. Ce soir-là, ma famille s'est réunie pour dîner au restaurant, notre première sortie publique depuis le scandale. Les gens nous ont reconnus, mais au lieu de jugement, ils ont offert leur soutien. Plusieurs femmes se sont approchées pour remercier Vanessa et moi d'avoir parlé. Alors que nous étions assis à notre table, ma mère a levé son verre. À Kayla, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Pour nous avoir sauvés alors que nous ne le méritions pas à Kayla, ont répété les autres. J'ai levé mon propre verre, croisant le regard de chacun d'eux. Aux deuxièmes chances, et au fait de faire mieux. Nous avons trinqué, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir ma place à cette table. 3 mois plus tard, je me tenais à l'entrée d'une petite salle de conférence au centre-ville de Portland, observant une douzaine de femmes trouver leur place autour de la table. C'était la 3e réunion du groupe de soutien que j'avais créé, un espace pour les femmes confrontées au rejet familial, au favoritisme, et à la douleur unique de se sentir invisibles aux yeux des personnes qui devraient les aimer le plus. Merci à toutes d'être venues, dis-je en prenant ma place en bout de table. Faisons un tour de table et partageons comment s'est passée cette semaine. Les réponses variaient. Certaines femmes faisaient des progrès avec leur famille. D'autres avaient décidé de prendre du recul et de créer de la distance. Une femme a partagé qu'elle avait confronté ses parents au sujet des années de favoritisme envers son frère. Et bien que cela ait été douloureux, elle s'est sentie plus légère après.
C'est comme si je m'étais enfin donné la permission de reconnaître la blessure, a-t-elle dit. Et cette reconnaissance était une forme de guérison en soi. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Ma propre guérison avait été un processus, pas un seul moment. Les mois qui ont suivi le mariage ont été remplis de conversations difficiles, de séances de thérapie et d'une honnêteté douloureuse. Mais lentement, progressivement, ma famille changeait. Ma mère s'était engagée à suivre une thérapie hebdomadaire et s'était excusée auprès de moi à plusieurs reprises, pas seulement une fois dans un moment de crise. Elle apprenait à examiner ses propres comportements, à comprendre comment son obsession pour le statut et les apparences avait nui à ses filles. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Mon père avait commencé à prendre des cafés hebdomadaires avec moi, juste nous deux, où il posait réellement des questions sur ma vie et écoutait mes réponses. Il était maladroit au début, peu habitué à une véritable connexion avec moi, mais il essayait. Cet effort comptait. Vanessa et moi reconstruisions lentement notre relation. Elle avait également commencé une thérapie, travaillant sur sa propre complicité dans la dynamique familiale et sur sa tendance à se définir par l'attention masculine. Nous nous parlions au téléphone plusieurs fois par semaine maintenant, de vraies conversations sur de vraies choses, pas les échanges superficiels que nous avions auparavant. L'annulation du mariage avait été finalisée sans aucune contestation de la part de Wesley ou de sa famille. Vanessa avait emménagé dans son propre appartement, un endroit modeste qu'elle pouvait se permettre seule, et retournait à l'école pour terminer le diplôme qu'elle avait abandonné lorsqu'elle s'était concentrée sur la recherche d'un mari riche. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce que maman voulait que j'ai oublié de découvrir ce que je voulais, moi, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques. J'ai 25 ans, et je me demande seulement maintenant ce que j'aime vraiment faire. Mieux vaut tard que jamais, dis-je. Quant à Wesley, il était tombé discrètement dans l'oubli. La retraite de bien-être s'était transformée en un séjour plus long, et des rumeurs suggéraient que sa famille l'avait essentiellement payé pour qu'il reste à l'écart et fasse profil bas. Ses réseaux sociaux restaient supprimés. Les quelques personnes qui prétendaient l'avoir vu disaient qu'il avait l'air diminué, brisé, même. Je n'ai pas gaspillé d'énergie à le plaindre. Il avait fait ses choix, et maintenant il en subissait les conséquences. Mon énergie était mieux dépensée à construire quelque chose de positif. Le groupe de soutien était passé de mon idée initiale à quelque chose de réel et de significatif. Nous nous réunissions 2 fois par mois, et des femmes continuaient de nous trouver par le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Certaines venaient à quelques réunions et passaient à autre chose. D'autres devenaient des habitués, nouant des amitiés et se soutenant mutuellement dans leurs difficultés familiales. J'avais également commencé à prendre la parole lors d'événements, partageant mon histoire lors de conférences sur les dynamiques familiales et l'émancipation des femmes. La femme maladroite et anxieuse à qui on avait dit qu'elle embarrasserait sa famille se tenait maintenant sur des scènes, parlant à des centaines de personnes et étant applaudie pour cela. L'ironie ne m'échappait pas. Après la fin de la réunion du groupe de soutien, je me suis rendu chez mes parents pour notre dîner dominical désormais régulier. Ces rassemblements étaient différents des repas tendus et silencieux de mon enfance. Maintenant, nous parlions vraiment, rions parfois, et traitions les conflits directement au lieu de les laisser s'envenimer. Comment s'est passée la réunion, a demandé Vanessa quand je suis arrivé. Elle venait directement de son service à la librairie où elle travaillait à temps partiel tout en allant à l'école. Bien. 2 nouvelles femmes nous ont rejointes aujourd'hui. C'est merveilleux. Ma mère mettait la table, et elle m'a regardé avec une fierté sincère. Tu as construit quelque chose de vraiment spécial, Kayla. Merci, maman. Nous nous sommes assis pour dîner, et mon père m'a posé des questions sur mon travail à la compagnie d'assurance. Je leur ai parlé d'une promotion qu'on m'avait offerte, un poste de direction qui me donnerait plus de responsabilités et une augmentation de salaire significative. Je suis fier de toi, ma grande, a dit mon père. Tu as géré tout ce qui s'est passé cette année avec une grâce et une force remarquables. J'ai appris que je suis plus forte que je ne le pensais, ai-je répondu. Il s'avère qu'être sous-estimé toute sa vie vous apprend la résilience. Ma mère a légèrement tressailli aux commentaires, mais elle n'a pas dévié ni trouvé d'excuses. Nous t'avons donné toutes les raisons de nous quitter complètement, a-t-elle dit. Le fait que tu ne l'aies pas fait, que tu nous aies donné une chance de faire mieux, c'est plus que ce que nous méritions. Vous avez raison, ai-je convenu. Mais les gens sont plus que leur pire moment. Nous essayons tous d'être meilleurs. C'est ce qui compte maintenant. Après le dîner, Vanessa et moi nous sommes assises sur la terrasse arrière,
buvant du thé et regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Nous sommes restés silencieux un moment, à l'aise en présence l'une de l'autre d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. « Penses-tu que tu nous pardonneras un jour complètement » a demandé doucement Vanessa. J'ai réfléchi à la question. Je pense que le pardon est un processus, pas une destination. J'y travaille. Certains jours sont plus faciles que d'autres. C'est juste. Elle a fait une pause. Je travaille aussi à me pardonner à moi-même. D'avoir été si superficielle, si complice de la façon dont tu as été traitée. Nous étions toutes les deux le produit de la façon dont nous avons été élevés. Tu as été récompensée pour certains comportements, et j'ai été puni pour avoir été moi-même. Nous désapprenons toutes les deux ces schémas maintenant. Quand es-tu devenue si sage? J'ai ri. Quand j'étais assise seule à Paris, regardant la journée parfaite de ma famille s'effondrer, et que j'ai réalisé que j'avais un choix. Je pouvais rester amère et laisser la douleur me définir. Ou je pouvais l'utiliser pour devenir quelqu'un de plus fort. J'ai choisi la deuxième option. Je suis contente que tu l'aies fait. Je suis contente que tu sois revenue. Moi aussi. Nous sommes restés assises dans un silence complice alors que les étoiles commençaient à apparaître. Mon téléphone a vibré avec un message de Zoé, me demandant si je voulais aller bruncher le week-end prochain. J'ai souri et j'ai répondu oui, reconnaissante pour l'amie qui avait été là pour moi quand ma famille ne l'était pas. En rentrant chez moi plus tard ce soir-là, j'ai pensé au chemin que j'avais parcouru. De la fille oubliée à la femme qui a sauvé sa famille de ses propres erreurs. D'invisible à indéniable. De la fuite à la prise de position. Le mariage auquel je n'étais pas invité était devenu le catalyseur de tout ce qui a suivi. La vidéo virale, l'humiliation publique, la révélation de la vraie nature de Wesley. Tout cela avait fait voler en éclats la façade parfaite que ma famille avait maintenue si longtemps. Et dans les décombres, nous avions trouvé une chance de construire quelque chose de plus honnête. Wesley a subi les conséquences de ses actes, tant publics que privés. La déclaration de sa famille avait définitivement nui à sa réputation dans leurs cercles sociaux. Les autres femmes qui se sont manifestées avaient donné des interviews qui brossaient un tableau clair de son comportement violent. Il a perdu son poste dans l'entreprise familiale, a perdu l'accès à leur richesse, et est devenu un exemple édifiant sur les hommes privilégiés qui pensent que le charme et l'argent excusent la cruauté. Son nom était à jamais lié à ce moment où il a craché sur ma mère, une tache permanente sur son caractère qu'aucune retraite de bien-être ne pourrait effacer. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait dans un petit appartement en Arizona, occupant un emploi régulier pour la première fois de sa vie, humilié et seul exactement ce qu'il méritait. Ma mère aussi avait dû faire face à son propre jugement. Ses réseaux sociaux avaient été inondés de critiques après la diffusion de mon interview, la forçant à confronter la façon dont son comportement apparaissait aux autres. Plusieurs de ses amis avaient pris leur distance, mal à l'aise avec la vérité qui avait été exposée. Elle avait pleuré de nombreuses nuits, pleurant la réputation qu'elle avait mis des décennies à construire. Mais en perdant cette fausse image, elle avait gagné quelque chose de plus précieux, de vraies relations avec ses filles, bâties sur l'honnêteté plutôt que sur la prétention. Elle apprenait encore, trébuchait encore parfois, mais elle essayait sincèrement d'être une meilleure personne et une meilleure mère. Quant à moi, j'avais appris que la vengeance ne doit pas nécessairement être synonyme de destruction. Parfois, la meilleure vengeance est de refuser de laisser la mauvaise opinion de quelqu'un devenir votre réalité. Parfois, c'est de prendre la douleur qu'ils ont causée et de la transformer en un but. Parfois, c'est de se lever et de dire « je méritais mieux » et je vais l'exiger à partir de maintenant. J'avais passé 27 ans à essayer de me faire plus petite pour m'intégrer dans le récit de ma famille. Maintenant, j'en avais fini de me rétrécir. J'en avais fini de m'excuser de prendre de la place. J'en avais fini d'être la fille oubliable. J'étais Kayla. Et j'étais enfin, pleinement visible. Et c'était la plus douce des victoires.